Je ne peux pas commencer au milieu du 19e siècle. Il faut bien même remonter jusqu'à la fin du 18e siècle pour vous présenter David. David est devenu le pape du néoclassicisme. Et c'est vrai que par rapport à ses prédécesseurs, il a imposé un style et une façon de faire qui va encore perdurer bien après sa mort. Et cette œuvre, le Serment des Horaces, était en fait une demande de Louis XVI, qui passe par son directeur des bâtiments du roi pour faire sa demande. Donc le comte d'Angevilliers s'adresse à David et lui demande une œuvre morale, noble, où le public, tous ceux qui regardent, puissent se sentir élevés. Hein. Donc, il a du boulot, notre David, et il s'est inspiré d'une tragédie de Corneille en 5 actes qui s'appelle Horace. Pour la première fois, cette pièce avait été jouée en 1640. Et évidemment, Corneille déjà puise son histoire dans l'Antiquité et parle de 2 clans, des Romains et des Albains, qui vont devoir s'affronter. Et ce n'est pas le combat que représente David, mais c'est le moment d'avant. Et voilà, parlons-en, vous rentrez dans un palais, visiblement, ça doit être un palais, une cour intérieure, dont toute fioriture, tout détail inutile est exclu. Donc un cadre presque dénudé, dominé par 3 arches. À gauche, vous avez 3 hommes, 3 frères, les Romains, qui jurent à leur père, qui se trouve au centre, de vaincre ou de mourir contre les Curiaces. Vous avez certainement remarqué qu'il y a une lumière, un faisceau de lumière, dont la source est invisible, mais elle doit passer par une fenêtre placée très haut, qui intervient de la gauche et qui balaye un peu l'espace et qui finit bien sûr par toucher aussi un 3e groupe. Ce 3e groupe est composé de femmes. Ces femmes, en fait, vous avez remarqué que, en fait, il y a des pyramides qui s'installent. D'ailleurs, la composition pyramidale, depuis la Joconde, vous l'avez, la Joconde s'inscrit dans une pyramide, est la composition la plus harmonieuse qui soit. Et en fait, vous avez bien d'autres triangles, puisque chaque homme, jambes avancées, compose déjà en soi un triangle. Et ces triangles sont répétés 3 fois à gauche, face au père, les bras se lèvent, et voilà une pyramide qui culmine en haut des épées. Et la lumière touche d'abord les casques, les épées et évidemment les corps des hommes. Ils sont beaux, musclés, décidés, courageux. Vous voyez bien que les couleurs sont très vives. Or, les femmes sont assises. Et vous avez ici Sabine. Sabine est albaine. Elle est mariée à Horace. Mais elle est la sœur des Curiaces. Camille est romaine. Elle fait partie des Horaces. Mais elle est promise à Curiace. Et donc, quoi qu'il en soit, vous avez bien compris, elles seront les perdantes. Et évidemment, ici, les mêmes couleurs apparaissent, mais atténuées. Voilà comment il arrive à ses fins, David. Il aurait pu s'arrêter là, vous voyez, il aurait pu ne pas vous montrer ce qui va s'en suivre de ce combat. Mais il vous dit tout. Seulement, il vous impose quand même une règle de suivre ceux qui sont
assez courageux pour dire il faut sacrifier l'individu au profit de la communauté. Donc ce tableau est un tableau de propagande. Et évidemment, ce même David, qui là sert le roi Louis XVI, va être un révolutionnaire très convaincu, voter pour la mort de Louis XVI, voter pour l'abolition de l'Académie royale, mais évidemment il va servir Bonaparte et devenir le premier peintre de l'empereur. C'est lui évidemment l'auteur du Sacre. David va devoir s'exiler en 1815, il partira en Belgique, mais encore pour une bonne trentaine d'années, son style va donner, en fait son style va être celui qu'il faut suivre si on veut faire partie de l'art officiel. Et est-ce que je vous ai tout dit? Oui, passons à la suite. Géricault. Alors, vous voyez, en 1819, ce tableau-là, exposé au salon, va avoir son succès de scandale. Il a été accepté. Géricault était un élève de David, donc il a été initié à la technique de David. Mais quand il commence à travailler sur ce tableau, il n'a que 25 ans. Et ce Géricault fait partie d'une nouvelle génération qui a bien compris que David fait appel à la raison, mais lui, il est extrêmement touché par une nouvelle qu'il apprend en lisant le journal. Cet article de journal date de 1817, mais l'affaire dont il s'agit s'est déroulée exactement le 17 juin 1816. Je vérifie, parce que quand même, je ne veux pas vous dire des dates énormes. C'est le 17 juin. Le 2 juin 1816, 4 navires partent de la France pour coloniser le Sénégal. Il y a la Loire, l'Argus, l'Écho et la Méduse. Donc les noms des navires. La Méduse est le commandant de la Méduse est un commandant qui n'a pas navigué depuis 20 ans. Mais il fait partie de l'Ancien Régime et nous sommes maintenant à la Restauration. Donc il faut le remettre à sa place. Et non seulement il était incapable, mais en plus très orgueilleux. Il voulait prouver aux autres capitaines qu'il savait faire mieux qu'eux, donc il a dévié de la trajectoire qui avait été fixée d'avance. Et il s'est ensablé le 17 juin sur un banc de sable à 130 ou 50 kilomètres de l'actuelle Mauritanie. Alors, bien sûr, il y avait des chaloupes sur le bateau, mais seulement les officiels y avaient droit. C'était déjà des chaloupes bien chargées, puisqu'en tout, il y avait 233 personnes parmi les officiels. Or, il reste 150 personnes. Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, vu que ça se passe pas si rapidement, ils ont eu le temps de faire un radeau avant de quitter définitivement ce navire. Un radeau qui faisait 20 mètres de long et 7 mètres de large. Et voilà, il y avait 150 personnes à bord de ce radeau. Mais quand ce radeau a été sauvé, parce qu'au début, c'est une des chaloupes qui tirait le radeau. Mais à peine la mer se déchaîne, ceux qui étaient sur la chaloupe avaient très peur que, vu que le radeau était surchargé, qu'ils allaient tous se noyer. Donc la corde qui tirait
le radeau avait été coupé et donc pendant 2 semaines, ce radeau était livré à lui-même. Et donc, quand ils ont été découverts le 17... le 17... non, le 2 juillet a eu lieu le naufrage. Le 17 juin, ils sont partis. Et le 17 juillet, ils ont été repérés par l'Argus. Là, ils étaient 15. Et quand les 15 ont été rapatriés, ils n'étaient plus que 10. Ça n'en fait pas beaucoup. Hein. Et parmi ces 10 survivants, il y en a 2. Il y avait Henri Savigny, qui était un aide-chirurgien, et il y avait Alexandre Coréard, qui était un ingénieur géographe, qui se sont mis ensemble pour parler de cette affaire. Parce que le gouvernement voulait faire taire l'affaire, bien sûr. C'était devenu une affaire politique. Et donc, dans l'article, on lit que d'abord, il y a eu mutinerie, on se bagarrait pour le peu de nourriture et le peu de boissons qu'il y avait. Il y avait beaucoup de vin en plus, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Alors évidemment, vite enivré, les choses s'envenimaient. Il y a eu meurtre, il y a eu suicide, il y a eu folie. Et évidemment, puisqu'à la fin, il n'y avait presque plus rien à manger, et certains se sont mis à manger les corps des autres, donc cannibalisme. Donc notre Géricault, il s'enflamme pour ce sujet, va retrouver les auteurs de l'article, on est au tout début de 1818, et se fait construire une maquette avec des petites figurines en cire pour un peu se repérer dans l'espace. Il va aussi aller au Havre pour travailler un peu le ciel, des études de ciel et la mer. Et surtout, il va s'installer faubourg du Roule, tout près de l'hôpital Beaujon. Et vous voyez, ça peut paraître bizarre, mais ce jeune homme, il dit « Je ne peux pas faire mimer à des modèles la mort. Moi, je veux vraiment les secouer, les gens. Donc, je vais leur donner la mort à voir. » Et donc, lui, il va étudier des corps dans la morgue de l'hôpital Beaujon. Il va ramener des morceaux de cadavres. À l'époque, on guillotinait quand même pas mal, souvent des gens que personne ne réclamait. Donc, il ramenait des morceaux de cadavres dans son atelier. Bonjour l'odeur. Et effectivement, il va y avoir une année et demie de travail pour ce tableau. Et effectivement, il y a énormément d'esquisses, 2 esquisses peintes, mais beaucoup de croquis. Et on sait que... Alors, moi, je vous envoie au musée d'Orsay, à l'exposition du modèle noir de Géricault à Matisse, parce que vous allez voir une des premières esquisses peintes qui date de 1818 et qui montre ce radeau beaucoup moins penché. À l'horizon, vous avez un bateau beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous voyez ici un tout petit triangle. Il est vraiment tout petit. Dans l'esquisse, le bateau était vraiment un triangle très visible. La mer était beaucoup moins déchaînée aussi. Et surtout, il n'y avait pas de corps noirs parmi les survivants. Or, j'ai fait ce cours l'année dernière et évidemment, je me suis documentée et je sais qu'il y a eu un passager noir sur le bateau, sur la Méduse, qui n'a pas survécu. Et donc, il n'y avait aucun noir dans la première esquisse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, Géricault va voir un cirque, des acrobates, la troupe de Madame Saki, et découvre un jeune homme qui s'appelle Joseph. Et ce Joseph va devenir non seulement le héros, certes anonyme, il restera anonyme, il nous tourne le dos,
Mais ça sera très important parce que déjà, ce jeune homme n'avait jamais fait modèle pour personne, donc Géricault, lui, l'a initié dans cette nouvelle occupation, mais il est devenu la coqueluche de tous les artistes de l'époque. Et non seulement il lui donne ce rôle très important parce que c'est celui qui est le plus courageux, le plus musclé, celui qui fait signe à ce bateau au fond, mais malheureusement, Géricault n'a pas choisi le sauvetage, le moment du sauvetage. En fait, 2 jours avant, le 15 juillet, il y avait un faux espoir parce que on croyait ça y est, on va être sauvé. Et malheureusement, le bateau a continué à tracer son chemin et c'est seulement 2 jours plus tard qu'ils ont été repérés par l'Argus. Mais il a rajouté ici un noir et il en a rajouté un 3e. Et en fait, pourquoi il fait ça? Parce que Géricault est abolitionniste. Vous savez que l'esclavage a été en France aboli 2 fois. En 1794, et on croyait que c'était gagné, mais c'était sans compter sur l'empereur, qui l'a restitué, évidemment pour arranger les colons. Et donc, il a fallu attendre 1848 pour que ça soit définitif. Les Anglais l'avaient aboli en 1833, les Américains seulement en 1865. Et l'exposition du musée d'Orsay, courez-y parce que c'est vraiment une mine d'informations. Elle vous montre aussi que l'histoire de l'art, c'est pas une science, puisqu'il y a des choses qu'on redécouvre au fur et à mesure. En fait, on s'intéresse à ce modèle noir parce que Denise Morel, une historienne africaine, africain-américain, comme on dit maintenant, avant on disait noir africain, mais noir américain, mais maintenant on dit africain-américain, qui s'est demandé pourquoi dans le tableau de Manet, l'Olympia, jamais personne s'est intéressé à la servante noire qui présente ce beau bouquet. Et tout le monde parle de Victorine Meurent. Moi, je vous reparlerai de Victorine Meurent par rapport au déjeuner sur l'herbe. Mais allez-y et vous en apprendrez énormément de choses. Et donc, pour revenir à la composition de ce tableau, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de pyramide ou de triangle, vous voyez bien qu'il y en a, mais il y a surtout une ligne directive qui traverse tout l'espace du tableau et qui part d'en bas à gauche vers l'angle supérieur à droite. Et ça reste positif, hein, c'est quand même, il y a un espoir, mais on part de la mort et on va vers la vie. Et en passant par le désespoir et la vieillesse de cet homme qui visiblement n'a plus aucun intérêt à survivre puisqu'il a son fils mort sur les genoux. Vous voyez bien que cet homme-là, il a rendu l'âme. Et ce personnage qui déborde du tableau était interprété par Jamard, qui était l'assistant de Géricault. Mais Géricault a fait aussi poser Coréard ici, qui pointe avec sa main vers l'horizon. Savigny doit être par là, on le voit mal. Et il y a aussi La Villette. Alors, je pense qu'il est parmi ce groupe-là, mais vous avez compris que ce tableau a un petit problème. Le coloris ici a complètement changé. Il doit le ténébrisme à la palette de Caravage, donc il y a un contraste de couleurs très très fort qui a été accentué par le peintre par le bitume de Judée, qui au point de départ donnait un velouté. Mais malheureusement, avec le temps, c'est créé une espèce de couche de plus en plus foncée, indélébile. Et je peux vous dire, j'étais étudiante à l'école du Louvre
en 75 et j'ai vu ce tableau en meilleur état qu'il est maintenant. Donc il y a un processus, malheureusement, qu'on peut apparemment toujours pas stopper. Faut espérer que peut-être un jour quelqu'un arrive avec un miracle. Mais voilà un tableau qui continue à vivre sa vie. Alors au salon, il était exposé assez haut. Il a évidemment déchaîné tous les défenseurs du néoclassicisme. Hein. On parlait d'un amas de chair sur 35 mètres carrés, que la taille de la toile. Mais il a aussi énormément intéressé le grand public. Et il a eu sa médaille d'or à la fin, Géricault. Et ce tableau a fait une tournée. En 1820, on pouvait le voir, mais il fallait payer pour y rentrer, à l'Egyptian Hall, où il a fait énormément d'entrées. Je peux vous donner le chiffre exact, mais déjà au salon, il a attiré 40 000 visiteurs. Donc vous imaginez bien que c'était un tableau choc. Et évidemment, ici, le but n'est plus de faire appel à notre raison, mais de nous émouvoir. Et voilà, ça fait de Géricault le maître et le phare d'un nouveau mouvement, les romantiques. La seule chose qu'il garde quand même du néoclassicisme, c'est ces corps assez beaux et musclés, le beau idéal. Pour David, c'était indissociable du classicisme. Là, on est déjà sorti du classicisme. Et ce tableau, par le fait que Géricault ne se contente plus de faire mimer la mort, mais de la peindre en direct, il devance le réalisme. Mais entre le réalisme et Géricault, il ne faut pas oublier Delacroix. Et là, Géricault, il est mort prématurément parce qu'il a fait une chute de cheval. Et donc, à 32 ans, il est mort. Et donc, Delacroix va prendre le flambeau. Mais alors là, ça va mal se passer pour lui parce que ça passera pas comme ça. Ce tableau déchaîne. Alors, parle déjà de passion déchaînée. Avant de... Ouais, il faut que je vous lise la note d'explication que Delacroix a rédigée pour accompagner son tableau au salon. Les révoltés l'assiégèrent dans son palais. Couché sur un lit superbe, au sommet d'un immense bûcher, Sardanapale ordonne à ses esclaves et aux officiers du palais d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. Il s'agit de Sardanapale, frère d'Assurbanipal, qui ont réellement vécu, mais au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais Delacroix s'inspire ici de la littérature anglaise, de Lord Byron. Et un homme vraiment très intéressant. Et donc, dans cette histoire, évidemment, on assiste à un massacre. Et non seulement on assiste à un massacre, mais on passe par un personnage, en fait, Delacroix nous fait passer par Sardanapale et son regard qui descend ici comme un faisceau de lumière qui balaye toute la scène. Sardanapale, lui, il est impassible, hein. Il bouge pas et on dirait qu'il va prendre son thé là dans 5 minutes. Or, c'est lui qui a ordonné à ses esclaves de tuer tout ce qu'il aime. Regardez ces femmes couchées sur son lit. D'ailleurs, cette femme blonde, à ses pieds, était d'abord dans une esquisse peinte, on peut la voir au musée de Delacroix, elle était brune d'abord. Il a préféré garder des couleurs chaudes. D'ailleurs, vous le savez,
Les couleurs chaudes s'avancent, les couleurs froides vous attirent dans l'espace d'un tableau. Vous savez que c'est Goethe un compatriote, et comme ça vous saurez d'où vient son accent, hein, parce que j'en ai un et je le sais, je ne peux pas le cacher. Mais je ne l'ai pas fréquenté, Goethe. Hein. Donc Goethe a fait la toute première théorie sur la couleur. Et il s'est non seulement intéressé à la couleur, mais à la perception de la couleur. Et donc c'est lui qui partage les couleurs en couleur chaude et en couleur froide. Et tout au long du 19e siècle, il va y avoir des scientifiques qui s'intéressent également à la perception et comment ça fonctionne, les couleurs. Et Delacroix aurait adoré rencontrer Chevreuil, un chimiste, qui est l'auteur de cette théorie du contraste simultané de la couleur. Et cette rencontre n'a pas pu se faire, mais va se faire entre Seurat et Chevreuil. Et évidemment, donc notre Delacroix va d'abord s'exprimer par la couleur. Chez David, tout était clair et net. On ne pouvait pas être dans une confusion quelconque. Ici, non seulement on a une confusion tout au long du premier plan, mais on a une primauté donnée à la couleur. Et cette couleur nous donne la sensation de chaleur. Et évidemment, quand on voit cet homme au premier plan égorger cette femme, on se dit quelle cruauté. Mais je vous jure qu'on ne voit pas une goutte de sang. Tout est suggéré, mais évidemment, ça fonctionne très très bien. Et évidemment, là, ça va être considéré comme une apothéose de la cruauté. Notamment qu'au même salon, Ingres va exposer l'apothéose d'Homère. Alors, vous avez dans ce tableau, si vous voyez déjà ce détail ici, on voit les traces de pinceau un peu partout, le fameux flochetage. Même quand Delacroix finit un tableau, on voit des traces. Et ça, c'est déjà prémonitoire de ce que vous allez trouver chez les impressionnistes. Et ce tableau est aussi prémonitoire par rapport au triomphe de la couleur, finalement. Et vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient défendu Delacroix en 27. Victor Hugo s'est rattrapé un an plus tard. Mais Baudelaire, évidemment, parle dans les phares de Delacroix, lac de sang hanté de mauvais anges. Et il finit son poème par une allusion à un soupir étouffé de Weber, avec la musique. Vous savez que Baudelaire était persuadé que Delacroix était passionnément amoureux de la passion. Et c'est vrai que ce tableau parle de ça. Et il met à mort toute la devise du néoclassicisme. Donc, à la primauté du dessin, la couleur. À la place d'un héros qu'on cherche dans le monde antique, universel, il cherche l'individu et parle même d'un anti-héros. Et évidemment, rien ici fait appel à votre raison, mais tout fait appel à vos émotions et à votre subconscient. Et évidemment, là, il est mis en miettes, notre Delacroix. Ça sera son dernier tableau vraiment romantique. Bien sûr, il va peindre la liberté guidant le peuple, mais le tableau n'aura pas cette envergure-là.